Plus d'espace pour les débats parlementaires, plus de temps pour les analyses et les décryptages, plus de rendez-vous citoyens. La chaîne parlementaire Assemblée nationale vous donne rendez-vous 24 heures sur 24. Disponible sur lcpan.fr ainsi que sur les réseaux Free, Orange, Bouygues Télécom et la 9box de SFR. Prescribe what's in your mind. Your love is sweet, but you're not mine. I can't deny what I can't see. You're just the one who cares for me. But I wanna be free. Votre programme sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. La chaîne parlementaire Assemblée nationale. Public Sénat va consacrer plusieurs rendez-vous aux 20 ans de la chute du mur de Berlin. Europe Hebdo, enregistré à Bruxelles, présenté par François Baudonnet et Katia Gilder. Parole du Monde, présenté par Caroline Delage. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, avec une émission spéciale sur le couple franco-allemand. Et Bibliothèque Médicis de Jean-Pierre Elkabbach, avec de nombreuses archives. Revenir sur la chute du mur de Berlin et décrypter ses conséquences sur le monde d'aujourd'hui, c'est du 5 au 9 novembre, sur Public Sénat. Bonjour, bienvenue à tous sur Public Sénat. Vos rendez-vous ce soir jusqu'à 19h30. Dans un instant, le journal, le grand emprunt, la taxe professionnelle, Nicolas Sarkozy à mi-mandat. On en parle avec notre invité Jean Arthuil, président de la Commission des finances du Sénat. 18h30, 19h30, Europe Hebdo, Parole du Monde, spécial chute du mur de Berlin, 20 ans après, avec notamment le témoignage de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. Et tout de suite, le 18h. Les titres, le tandem Sarkozy-Fillon siffle la fin de la récré dans la majorité au gouvernement après une semaine de cacophonie. Chacun doit rester à sa place, avertit le Premier ministre. De son côté, Nicolas Sarkozy fixe le montant du grand emprunt entre 25 et 50 milliards d'euros. Malgré la mise au point, Jean-Pierre Raffarin fait de la résistance. L'ancien Premier ministre pose toujours ses conditions pour voter la réforme de la taxe professionnelle. Et puis le gouvernement accro à Twitter, la nouvelle messagerie à la mode sur Internet, même dans l'hémicycle. Le ministre de l'Industrie confie ses remarques en direct en plein débat sur la Poste. Et ça aussi, ça fait débat. Reportage à suivre. Longue mise au point donc du Premier ministre dans Le Monde sur les dossiers qui fâchent à droite. Avertissement finalement sans frais pour Ramayad, annonce d'ajustement budgétaire pour revenir à l'équilibre des comptes publics en 2014. Et de son côté, Nicolas Sarkozy s'est entretenu avec des journalistes. Il ne veut rien céder sur les réformes, mais reconnaît une erreur sur la récente candidature de son fils à la tête de la Défense. Le dossier le plus épineux ces jours-ci, ça reste toujours celui de la taxe professionnelle. Le Premier ministre ne digère pas l'affront de Jean-Pierre Raffarin. Il maintient la suppression de cet impôt au 1er janvier prochain. Et au Sénat, les tractations continuent avec les experts de Bercy pour trouver une solution qui rassure les élus. Pour l'instant, le compte n'y est pas encore, Élisée Cardi. Saga de la taxe professionnelle suite. Jean-Pierre Raffarin, le chef de la fronde de ces derniers jours, a précisé sa pensée. D'accord sur une partie de la réforme, mais pas sur tout. Nous sommes d'accord avec le gouvernement en ce qui concerne les entreprises. Plus de taxes professionnelles au 1er janvier
2010. Mais nous disons que la réforme du côté des collectivités locales, elle ne doit s'appliquer qu'au 1er janvier 2011. Entre-temps, nous souhaitons pouvoir évaluer le système, faire des simulations. Le calendrier, c'est précisément le problème. Aujourd'hui, le Premier ministre François Fillon a bien tenté d'apaiser les esprits, affirmant qu'il reste une marge de manœuvre pour le Sénat, tout en maintenant son calendrier. Moi, je n'imagine pas qu'on puisse dire à un Parlement qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, parce que ça veut dire qu'on n'aurait aucune responsabilité. Je pense qu'en travaillant bien, on peut arriver à quelque chose, à la condition de bien dissocier ce qui est suppression de l'imposition actuelle pour les entreprises à compter du 1er janvier, de bien organiser la période de transition et se donner le temps dans la réflexion. François Fillon dit sur la date, c'est fixé. On dit, et nous disons aussi que ce n'est pas possible de tout faire en 15 jours. Voilà. Pour certains, la tentation est forte de sanctionner le gouvernement. Et pourtant, pas question de revenir sur le principe de la suppression de la taxe professionnelle. Nous savons que si le Sénat rejette la réforme, qu'est-ce qui va se passer? C'est le texte de l'Assemblée nationale qui va devenir la loi. Et à quoi aura servi le Sénat? Rien du tout. Donc il faut que nous soyons capables d'aller à la limite de ce que nous pouvons obtenir, mais ne pas dépasser cette limite. Trouver le seuil de tolérance sans franchir la limite, c'est le challenge qui attend désormais le Sénat. Et puis un autre dossier chaud, c'est la remise en cause des exonérations de charges sociales pour les sportifs professionnels. Ça inquiète beaucoup les clubs de foot. Le patron de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, est venu justement aujourd'hui au Sénat dire ses angoisses à la présidente de la commission des affaires sociales, la centriste Muguette Dini. On l'écoute. Pour un club comme l'Olympique lyonnais, c'est 6 millions d'euros en versus annuel, ce qui, pour représenter à peu près la dynamique économique de l'Olympique lyonnais, c'est beaucoup plus que le résultat positif que nous avons annoncé cette année. Donc ça plongerait les comptes de l'OL dans une situation négative. On va être obligé de se séparer des contrats arrivant en fin à terme et donc de limiter d'une, deux, trois personnes les effectifs professionnels. Les bonus sous contrôle. La France a publié ce matin l'arrêté qui encadre la rémunération des traders. À la veille d'un G20 des ministres des Finances en Écosse, Christine Lagarde compte bien que les autres pays appliquent les mêmes règles. Bérangère Dinglas. Des bonus encadrés mais pas limités, c'est un peu l'idée de Christine Lagarde. Dès aujourd'hui, les banques s'engagent à étaler la moitié des bonus sur 3 ans, en attribuer la moitié sous forme d'actions et à les conditionner aux performances. Des mesures que Baudouin Pro, président de la Fédération bancaire française, estime légitimes, même si elles le préoccupent. Et maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'ensemble des autres grandes places financières et que tous les pays du G20, à la suite du relevé de décision du sommet de Pittsburgh qui engage les chefs d'État de ces pays, appliquent aussi, je dirais, promptement et d'une certaine façon rigoureusement ces nouvelles règles que le font les banques françaises aujourd'hui. Je crois que c'est ça qu'il faut souhaiter. À la veille de la réunion des ministres des Finances ce week-end, la ministre française se donne comme objectif de convaincre ses homologues. Les autres pays doivent suivre le même mécanisme, les mêmes principes, appliquer les mêmes règles d'encadrement, puisque ce sont les engagements pris par les chefs d'État. Maintenant, il faut vraiment délivrer, il faut fournir l'encadrement. Je vais m'y attacher. Pour les économistes, les engagements des banques vont dans le bon sens, mais ils ne règlent qu'une partie du problème. Le gouvernement, le président de la République ont été très volubiles sur la réforme du secteur bancaire. Quand on va dans le détail, il n'y a pas grand-chose. Les bonus, c'est très bien, les paradis fiscaux, c'est très bien, mais le cœur du sujet, c'est pas ça. C'est les capitaux propres des banques, les renforcer et de la réglementation bancaire. Personne ne parle de réformer la réglementation bancaire en France. Reste à savoir si Barack Obama réussira à convaincre les banques américaines, jusque-là très sceptiques. Allez, après ces sujets difficiles, on va se détendre un peu. Les tweets de Christian Estrosi qui font du remue-ménage au Sénat. Alors que l'examen du projet de loi sur la Poste traîne en longueur, le ministre de l'Industrie laisse libre cours à ses commentaires sur le site Twitter, n'hésitant pas à ironiser sur les interventions de l'opposition. Le reportage de Thomas Raguet. Twitter, un espace de liberté pour Christian Estrosi. Lassé par l'attitude de l'opposition en séance, il lance ici quelques piques, loin du ton diplomatique de l'hémicycle, comme par exemple l'obstruction parlementaire continue. Le PS et le PC n'ont pour seul projet d'avenir qu'un référendum de vrais génies sans idée. Ce matin, Martial Bourquin, un des sénateurs PS visés, a pris la parole pour s'en prendre au ministre. C'est un ministre qui écrit.
Je commence le bêtisier. Bourquin PS, efficacité du service public, mais cette efficacité pas au détriment du service public. Chez Estrosi, je suis un autodidacte comme vous. Service public, c'est un C, c'est pas QE. En effet, le ministre persiste et signe quelques minutes plus tard sur Twitter. Dans l'après-midi, petit pas en arrière, un tweet un peu virulent datant de la veille et visant le sénateur PS François Patriat est retiré de la page. Vous n'allez pas un peu trop loin sur le net? J'ai vu que vous aviez retiré la référence à François Patriat. Vous savez pourquoi? Parce que François Patriat m'a adressé un mot et s'est excusé. Des excuses plutôt ironiques d'après l'auteur. Toujours est-il que les tweets du ministre, s'ils continuent, risquent d'animer un peu plus des débats bien agités autour de la réforme de la Poste. Voilà, tweeté, il en restera toujours quelque chose. Tout de suite, le oui-non. Nicolas Sarkozy a-t-il tenu ses promesses ? Nicolas Sarkozy a mi-mandat, dans l'opinion une popularité en berne, mais le président reste philosophe. Quand je me regarde, je me désole, dit-il. Quand je me compare, je me console, a-t-il dit hier à quelques journalistes. Alors, promesse tenue depuis 2007, eh bien on est allé revoir la présentation du programme du candidat début 2007, confronté au jugement d'aujourd'hui par les parlementaires, mis à l'épreuve, signé Pierre Bonde-Joseph. Je veux tout dire avant pour pouvoir tout faire après. Je ne suis pas forcément le candidat qui parle de la dette le plus fort, mais incontestablement, je suis le seul qui pourra la réduire. Il y a eu un phénomène qui n'était par définition pas prévu, c'est celui de la crise internationale. La dette a été multipliée presque par 5 depuis qu'il est là. C'est vrai qu'on ne peut pas indéfiniment avoir une explosion de la dette comme celle-là. La solution qu'on nous propose, c'est encore d'emprunter et d'endetter l'État. Mais ce que je constate, c'est que par rapport aux autres pays européens, on est plutôt mieux placé. Réhabiliter le travail, c'est atteindre le plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage inférieur à 5%, sur lequel je m'engage à la fin de ce quinquennat. C'est pas bien parti. Puisque vous m'interrogez sur le mi-mandat, c'est que par définition, on n'est pas encore à la fin du mandat. Dans la fonction publique, au contraire, c'est des suppressions de postes par dizaines de milliers. Moi, je pense qu'il va y arriver à la sortie de crise. On va être à 10, on me disait hier. Moi, je pense. Alors 5, je dirais 5, 6. Gouverner autrement autour de 3 principes: transparence, culture du résultat, concertation. Oui, il y a surtout une culture de la personnalité. On est tombé dans un régime présidentiel qui ne veut pas le dire. Tous les pouvoirs sont dans les mains de l'exécutif. Écoutez, il y a eu une réforme très importante que l'on vit tous les jours dans cette maison, c'est quand même la réforme de la Constitution, avec la volonté de donner plus de pouvoir au Parlement. C'est vrai que dans les faits, parfois, on a l'impression que c'est plus de la théorie que de la réalité. Il a surtout renforcé ses propres pouvoirs. Voilà, alors on va en parler avec Ludovic Vigogne, journaliste à l'Express, bonsoir, et Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut de sondage ISAMA. Un vrai fossé qui pose problème entre les promesses et les réalisations d'aujourd'hui, Ludovic ? C'est toujours la même chose. Pour un candidat qui a été élu à l'Élysée, c'est toujours cruel. Alors après, il y a les promesses qui ont été tenues, les régimes spéciaux, la non-reconduction d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, etc., etc. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout été tenues, la France-Afrique et d'autres comme cela. Voilà. Et après, il y a eu la crise. Alors la crise, c'est vrai qu'elle a rendu caduque une bonne partie du programme qui avait été fait en 2007. Tout a changé avec la crise. Et donc voilà, ça oblige Nicolas Sarkozy à tout revoir et à anticiper les choses différemment. Alors on va regarder, ça va faire hérisser Jérôme Sainte-Marie, le petit, non pas sondage, mais questionnaire en ligne que nous faisons tous les jours avec nos amis du nouvelobs.com. On a demandé à mi-mandat, Nicolas Sarkozy a-t-il tenu ses promesses? Non, 88%, oui, 10%, et il y a eu 540 votants. Quand je dis que ça va vous hérisser le poil, c'est que c'est pas un sondage représentatif avec une méthode bien définie. Tous les internautes peuvent voter, mais enfin, ça donne peut-être un peu une petite idée. Est-ce que si on pose cette question avec vos méthodes habituelles, on trouverait pas le même résultat? Oui, ça prouve qu'effectivement,
effectivement, ceux qui fréquentent le nouvelobs.com sont pas les plus sarkozystes des électeurs français. On s'en doutait un tout petit peu. Non, en tout cas, ça correspond dans son résultat majoritaire à ce que disent les Français aux sondeurs actuellement. Il y a un sondage de l'IFOP, je crois, ou de LH2 pour être très précis, qui montre que 6 Français sur 10 considèrent que Nicolas Sarkozy n'a pas tenu ses promesses de campagne. 6 Français sur 10, à peu près, c'est 6 Français sur 10 qu'on retrouve parmi ceux qui sont mécontents de l'action de Nicolas Sarkozy actuellement. Aujourd'hui, il y a une popularité qui est vraiment en déclin. Je donne 39% simplement de popularité. 39%, c'est moins 6 points en un mois, donc c'est un peu embêtant. Et ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'on est à 39% pour un président de la République qui a quand même été élu au second tour. Ça signifie qu'on commence à se rapprocher dangereusement de son score de premier tour et que la base politique du président de la République et du candidat éventuel Sarkozy commence à être un peu atteinte. C'est le résultat non seulement de l'effet quand même durable de la crise, autant la crise a eu un effet de mobilisateur autour du président il y a exactement un an. Pendant la présidence française, en gros. C'est quand même les difficultés, c'est quand même le pouvoir d'achat, c'est l'emploi, et c'est aussi, de manière plus immédiate, les querelles au sein même de la majorité qui font beaucoup de tort, y compris parmi les sympathisants de droite. Alors vous qui suivez ça de près, qu'est-ce qu'elle traduit cette grogne à droite finalement? Non, mais ce qu'on voit, c'est que cette mi-quinquennat, elle tombe à une sale période pour Nicolas Sarkozy. Ça tombe dans un automne où tout se passe mal, où on voit que la machine a beaucoup de ratés, que ce qui fonctionnait avant fonctionne moins bien aujourd'hui. Voilà, il y a une multiplication d'affaires, Frédéric Mitterrand, Jean Sarkozy, il y a des annonces qui sont mal gérées, comme la taxe carbone, la taxe professionnelle qui passe mal auprès de la majorité, et donc ça râle, ça grogne, il y a beaucoup de mécontents. Et le président est en première ligne, puisque c'est presque l'inverse de ce qui se passait habituellement sous la Ve République. C'est presque lui qui est le fusible du Premier ministre, qui reste plus populaire, alors qu'avant c'était l'inverse. Ça c'est la marque de fabrique du sarkozysme, voilà, c'est qu'il s'est mis en avant, c'est un hyper-président, un omniprésident, il compte pas en changer d'ailleurs, parce que c'est ce que les Français aiment chez lui. Il faut pas oublier que Nicolas Sarkozy a bâti sa popularité quand il est devenu ministre de l'Intérieur en 2002, pour cette raison-là, parce qu'il était en première ligne, parce que tous les jours il était dans les quatre coins de la France, aux quatre coins de la France, et qu'il traitait les problèmes quotidiens des Français. Donc ça, il reviendra pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'au quotidien, quand vous subissez moult crises, quand vous faites plus l'actualité, mais c'est l'actualité que vous subissez qui s'impose à vous, eh ben ça vous abîme beaucoup. Est-ce qu'il y a une ligne dangereuse qui commence à être atteinte pour la droite et l'UMP par rapport aux prochaines élections régionales? Jusqu'à présent, c'est vrai que l'UMP était très confiante. Alors, ce que l'on sait, c'est que les élections régionales ne vont pas du tout ressembler aux élections européennes, tout simplement parce que beaucoup plus de gens vont aller voter. On sait très bien on est actuellement dans les intentions de vote une gauche qui se maintient assez fortement pour ces élections régionales, alors même que dans les intentions de vote à la présidentielle, la gauche, Vert compris, est à peu près à 36%, nous dit un dernier sondage, ce qui est quand même assez bas. Ce qui fait que, paradoxalement, les élections régionales risquent de ne pas être pour le camp de Nicolas Sarkozy une grande réussite, sans que pour autant que ses chances pour 2012 ne soient réellement atteintes. Justement, par rapport à 2012, est-ce que c'est pas cette perspective qui commence à inquiéter un certain nombre d'élus à droite et qui explique ce vent de fronde qui souffle? Oui, non, il y a d'abord les régionales qui s'annoncent difficiles. Après, pour 2012, il y a aussi des éléments qui sont plutôt positifs pour Nicolas Sarkozy et pour la droite en général. Il y a toujours personne en face. Depuis 2007, il n'y a aucun rival. Le PS est toujours dans un état lamentable. François Bayrou est depuis les européennes en grande difficulté. Et puis, je dirais que pour Nicolas Sarkozy, le plus dur, il faut mieux qu'il arrive maintenant, qu'il arrive plutôt en 2011. Voilà, si la croissance revient, si le nombre de chômeurs diminue, il n'y a pas de raison qu'en 2012, la situation se présente quand mal. Vous parlez en coulisses, j'allais dire, aux ministres, aux parlementaires de droite, qu'est-ce qui, selon vous, motive cette espèce de fronde d'une majorité qui est quand même en train de se fissurer et surtout de remettre en cause finalement l'autorité du président de la République? C'est un peu les limites de la présidence Sarkozy, c'est-à-dire, par exemple, on l'a vu cette semaine, des conseillers qui se mettent trop en avant, et ben il y a une fois où ils se mettent vraiment beaucoup trop en avant, ils vont beaucoup trop loin. C'est ce qui s'est passé avec Henri Guénaud, et là, et ben ça se passe mal, et même le président de la République, ça lui plaît plus. Voilà, on voit ça, on arrive à certaines limites du système. Oui, puisque là, par rapport à son conseiller Henri Guénaud, il s'est mis plutôt d'accord avec François Fillon pour marquer les limites de son intervention sur ce dossier du grand emprunt. On a vu aussi avec l'affaire de son fils, voilà, qu'on a été dans un système de cours où on pouvait avoir le sentiment qu'il y avait une vraie déconnexion entre. Vous dites qu'il y a un isolement, vous avez dit ça dans l'Express, qu'il y a une forme que Nicolas Sarkozy est victime d'un syndrome
syndrome qui a touché beaucoup de présidents de la République. C'est un classique, hein. Il y a toujours deux grands phénomènes qui touchent un président. C'est que, il y a un phénomène de cour autour de lui, les ministres lui disent plus la vérité, les parlementaires ont du mal à lui parler, on a du mal à lui dire la réalité du pays. Et puis la deuxième chose, c'est que un président, souvent, ça a au final plus d'appétit pour les affaires internationales que pour les affaires nationales. Voilà. Alors quel ajustement peuvent attendre les Français aujourd'hui? Enfin, comment le gouvernement pourrait réagir à cette situation, et le président de la République en particulier? Il y a une première chose qui est évidente, c'est que ce que le pouvoir ne peut pas donner sur le plan réel et sur le plan financier, il le donnera sur le plan symbolique. On voit bien que le débat sur l'identité nationale est là aussi pour cela. Je voudrais seulement insister sur une différence majeure par rapport à d'autres mi-mandats, puisque Nicolas Sarkozy lui-même se compare. Oui. Effectivement, tout, si on prend, on va pas faire l'historique, mais tout c'est toujours difficile comme période. Ah oui, là, il y a Mitterrand 83, voilà, le tournant de la rigueur. Jacques Chirac 97, c'est pas le mi-mandat, mais c'est 2 ans après le raté de la dissolution. Alors l'avantage de Nicolas Sarkozy n'est pas tant au niveau des chiffres, 39% de popularité, c'est quand même pas exceptionnel. C'est plutôt au niveau de la configuration politique, malgré ses difficultés, malgré les bisbilles qui peuvent exister au sein de la majorité. Il n'y a pas du tout l'émergence, pour l'instant, d'un concurrent possible à droite pour 2012. D'ailleurs, ceux auxquels on pense, et y compris d'ailleurs Dominique de Villepin, qui est là, sont davantage tout de même dans un tout dernier sondage. 8% est préoccupant, ça montre bien qu'effectivement il y a une insatisfaction à droite, mais en tout cas, on voit bien que le candidat naturel sera le président sortant. Il n'est pas dans la situation d'un François Mitterrand qui pouvait craindre, par exemple, un Michel Rocard. Jean-François Copé, par exemple, c'est pas une menace pour Nicolas Sarkozy? Non, parce que Copé, il a dit, il vise pas 2012 mais 2017, donc il peut critiquer, il peut parfois sur certains dossiers pousser le bouchon un peu loin, il sait aussi s'arrêter. Finalement, est-ce que le cas Ramayad, c'est la femme politique aujourd'hui, la personnalité politique la plus populaire selon les sondages, et pourtant c'est une épine, si je puis dire, dans le gouvernement aujourd'hui, mais Nicolas Sarkozy ni même François Fillon ne peuvent pas s'en passer. Enfin, elle est protégée par sa popularité? Oui, enfin c'est une protection totalement virtuelle, parce que c'est une popularité qui n'est pas fondée sur une action politique, mais avant tout sur une image personnelle. Il n'y a pas, je crois, une immense intensité, une immense aspiration, un immense élan des Français vers Ramayad. Donc je crois en réalité que le pouvoir est assez libre à son égard. Qu'est-ce que vous sentez en un mot, Ludovic Vigogne, comme puisqu'on sait que Nicolas Sarkozy est très mobile, comme capacité de réaction aujourd'hui de la part de l'exécutif? Là, on l'a vu, depuis quelques jours, on se remet à droite, on se redéporte à droite. On avait beaucoup ouvert à gauche, l'écologie, Frédéric Mitterrand, etc., etc. Là, on revient aux fondamentaux de droite, la sécurité, l'identité nationale, la lutte contre l'immigration. Et donc voilà, donc Nicolas Sarkozy, là, il va essayer de rassurer son camp, de montrer qu'il tient toujours la barre et qu'il est toujours en forme et que rien n'est perdu, loin de là. Voilà, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Vous restez un instant et on va passer à l'autre séquence, la séquence des questions, où on va revenir sur le cas Henri Proglio à EDF. En qualité de président d'EDF, il n'est pas question de cumul de rémunération, une seule rémunération, il faut conclure maintenant, une Madame la Ministre. responsabilité exécutive et certainement pas de conflit d'intérêts. Voilà les conditions dans lesquelles Monsieur Proglio pourra réaliser à la tête de cet ensemble des opérations stratégiques très importantes. Voilà, alors c'était donc Christine Lagarde, la ministre de l'économie, qui répondait cet après-midi lors de la séance des questions d'actualité à Jean Arthuis, le président de la commission des finances au Sénat, sur, je le disais, le cas Proglio. Henri Proglio qui doit succéder comme président d'EDF à l'actuel président qui n'est pas reconduit. Il a donc été confirmé dans ses fonctions d'administrateur, puisqu'aujourd'hui avait lieu le conseil d'administration d'EDF. Denis Branche, bonsoir. Bonsoir. Pierre Gadenex, donc, qui va quitter ses fonctions à la tête d'EDF. Denis Branche, vous dirigez Fitrust, qui est une société d'investissement qui investit donc dans les entreprises, qui propose des SICAV au public, avec cette particularité que vos produits financiers se veulent éthiques. Et vous avez fait partie parmi, j'allais dire, les petits actionnaires entre guillemets d'EDF, puisque c'est l'État qui a 85% des actions, de ceux qui s'interrogent, tout comme l'ont fait dans l'hémicycle un certain nombre de sénateurs, sur cette double casquette que va porter Henri Proglio. C'est un échec puisqu'aujourd'hui, cette reconduction comme administrateur et la perspective de sa présidence s'est passée comme une lettre à la poste, si je puis dire. C'est un échec qui est pas étonnant, enfin si on peut employer le terme d'échec d'ailleurs. C'était une décision plus exactement qui a été prise
en assemblée générale aujourd'hui par les actionnaires, dont l'État représente, parmi lesquels l'État représente 85%. Donc il était normal que l'État ayant pris une décision concernant M. Portillo, cette décision ait été avalisée par l'assemblée générale. Alors néanmoins, il y a effectivement toujours ce problème d'un président d'un grand groupe public qui va en même temps cumuler, même si c'est une fonction non exécutive, conserver la présidence de Veolia, qui est leader mondial des services à l'environnement, qui est un grand groupe privé. Bon, en effet, la DRS se pose plusieurs questions. D'abord, comment un homme peut-il être président, directeur général, c'est-à-dire avoir une fonction à la fois de présidence et de dirigeant opérationnel d'un groupe comme EDF, avec plus de 330 000 personnes, plus Veolia, où il y a 135 000 personnes. Au moins, j'inverse les chiffres, ça fait 500 000 chiffres en tous les cas au total, même s'il est président non exécutif de Veolia. Donc, on peut se demander comment un seul homme peut arriver à conduire les deux tâches de front. Par ailleurs, il faut savoir que Henri Portillo est présent au total dans 6 conseils d'administration de sociétés cotées, ce qui est quand même très important quand on sait qu'à chaque administrateur il est demandé maintenant un travail effectif relativement important. Justement, pour terminer, est-ce que tout ça n'est pas le symptôme, au-delà des choix politiques qui ont été faits par le président de la République, d'une sorte de malaise de gouvernance dans les grandes entreprises françaises ? Alors, ce qui est certain, c'est que nous, qui travaillons sur les sujets de gouvernance depuis maintenant plus 6 ans, sommes actionnaires de long terme dans ces sociétés. Nous constatons, en tous les cas, depuis la crise, un raidissement sur ces sujets-là. Et ce que nous croyons, en fait, c'est-à-dire au lieu d'ajouter de la transparence, on freine plutôt pour garder des personnalités qu'on connaît déjà. Enfin, oui, et puis on concentre les pouvoirs. Vous savez, beaucoup de sociétés qui avaient des fonctions séparées de président et de directeur général vont cette année reconcentrer les pouvoirs sur la tête d'une seule et même personne, ce que nous considérons, nous, en tant qu'actionnaires, comme un facteur, je dirais, de risque plus élevé. Contrairement, justement, à ce qu'il faudrait dans une période d'après-crise, dans une période d'après-crise et dans un monde qui est de plus en plus complexe. Enfin, ça, c'est une évidence. Il est plus normal que dans une société, on sépare les pouvoirs, et pour les actionnaires en tous les cas, je dirais que c'est un facteur, c'est un élément rassurant. C'est partout pareil, ou il y a là une forme de particularité française ? La particularité française fait que les conseils d'administration, qui est un sujet connexe, sont je dirais peut-être plus fermés que les conseils d'administration des sociétés nord-américaines en tous les cas, ou voire des sociétés anglaises. Mais le sujet est un peu différent dans la mesure où le droit est un peu différent en France et dans le reste de l'Europe. Le mélange des genres public-privé, ça aussi c'est une exception française ? Oui, mais ça l'a toujours été. Je ne sais pas combien de temps ça restera. En tous les cas, EDF est une société qui s'est mise sur le marché financier, qui de fait doit en accepter, je dirais, les avantages. Enfin, on accepter les contraintes et en tirer un certain bénéfice. Il est certain que pour l'instant, elle a un statut qui est un peu hybride. C'est une phase de transition. Monsieur Portillo, ça prépare une privatisation partielle ou plus importante éventuelle d'EDF. Les garanties qui sont données aujourd'hui ? C'est la décision de l'État. C'est la décision de l'État. Ce que je veux simplement dire, c'est que on se trouve dans des situations, comme vous l'avez noté, qui sont spécifiquement françaises de ce point de vue-là, des situations un peu hybrides. On parle de conflit d'intérêts possible pour le futur patron d'EDF. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il peut y avoir à la fois les sociétés ont des actionnariats qui peuvent être croisés, des intérêts de Veolia dans EDF, et puis en ce qui concerne les activités, il peut y avoir des activités qui se recoupent un peu, et donc c'est vrai que prendre une décision chez Veolia, on peut avoir une vision différente lorsqu'on est président d'EDF pour prendre le même type de décision concernant la même filiale. Tout le monde reconnaît les compétences d'Henri Portillo, qui a reconstruit Veolia Environnement et qui en a fait un leader mondial. Nous ne contestons absolument pas sa compétence. C'est pas là le sujet. C'est simplement, on insiste, si vous voulez, on met un peu le doigt sur un sujet qui nous semble important, qui est effectivement cette séparation des pouvoirs pour un meilleur contrôle.
Merci Denis Branche. Je rappelle que vous dirigez donc Fitrust, société d'investissement éthique dans les entreprises. Nous avons éclairé, la succession sera véritablement entérinée fin novembre. Un mot d'excuse que l'on vous doit, puisque je vous avais annoncé la venue de Jean Arthuis sur ce plateau, et il s'est retrouvé, me dit-on, coincé en commission des finances. La commission des finances qu'il préside, il s'était engagé à venir. C'est donc indépendant de sa volonté, et je suis sûr qu'il reviendra rapidement sur ce plateau répondre à nos questions. Très bonne soirée à tous. Dans un instant spécial Mur de Berlin, Europe Hebdo et Parole du Monde.